I now give the floor to his... Et je donne maintenant la parole à son Excellence Alvaro Manus Baptiste, ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l'aviation civile et des Affaires de la diaspora de Sainte-Lucie. Madam President, Madame la Présidente, pour citer Feu Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique, la meilleure manière de prévoir l'avenir, c'est de le créer. Ces paroles du Feu le Président sont mises en relief par Buckminster Fuller qui a dit, je cite, « On ne peut jamais changer les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer quelque chose, édifier un nouveau modèle qui rendra le modèle existant obsolète. » Fin de citation. D'où, Madame la Présidente, le thème de cette 80e session des Nations Unies, « Meilleur ensemble, 80 ans et davantage pour la paix, le développement et les droits humains ». Il s'agit là d'un appel aux pays pensant d'eux-mêmes pour reconstruire de toute urgence un meilleur avenir pour l'humanité. Édifier cet avenir meilleur ensemble souligne l'importance de la coopération internationale et de la responsabilité partagée. Il y faut un cadre qui définit un destin commun, qui entraîne une meilleure coordination et davantage de cohérence de la part de nombreux acteurs pour parvenir aux ripostes les plus efficaces et durables. À cet égard, Madame la Présidente, Sainte-Lucie, en tant que petit État insulaire en développement, ou PEID, poursuit sa participation dans divers processus d'une importance essentielle pour son programme national à l'ONU, tels que les changements climatiques et le développement durable, le financement du développement, la gouvernance internationale des océans, la prolifération des armes légères de petit calibre, les ALPC, la revitalisation de l'Assemblée générale et la décolonisation. Tous ces dossiers ont un impact réel sur nos plans et programmes nationaux. Dans le contexte de nos défis en matière de développement, l'économie mondiale est confrontée à des chocs multiples qui menacent de retarder encore plus et de balayer les progrès s'agissant du développement durable de Sainte-Lucie. Les retombées de ces chocs cumulés est encore aggravée par un système financier international injuste qui est orienté sur le court terme, qui entraîne des crises et qui aggrave encore les inégalités sans préciser que les PEID comme Sainte-Lucie sont confrontés à des menaces existentielles aggravées par les changements climatiques. Malgré ce que disent certains sceptiques, Madame la Présidente, il ne fait aucun doute que les changements climatiques sont le défi le plus formidable, le plus important auquel sont confrontés les PEID. Et d'ailleurs, les dernières prévisions scientifiques laissent entrevoir un avenir sombre. Partant, faire face à la crise climatique est impératif pour la survie et le bien-être de l'humanité, un objectif qui transcende les frontières nationales, quelle que soit la taille ou la richesse des pays. Accorder la priorité à l'action climatique, ce n'est pas seulement une question environnementale, mais une obligation morale pour protéger la vie humaine, défendre la stabilité internationale et assurer un avenir durable et équitable pour toute l'humanité. Le récent avis consultatif de la Cour internationale de justice, la CIJ, qui avait été demandé par l'Assemblée générale elle-même, définit maintenant également l'action climatique comme une responsabilité juridique. Partant, il est urgent d'accélérer l'élan mondial pour réaliser les objectifs ambitieux de divers accords internationaux et programmes pour le développement. Un point commun à tous ces instruments, c'est la nécessité de faire face aux vulnérabilités et circonstances particulières uniques des PEID. Madame la Présidente, dans le contexte de l'ONU, nous nous efforçons également de renforcer les relations avec les pays et les régions et encourager la coopération tout en restant de fermes partisans des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, la primauté du droit et le processus du multilatéralisme. Et Sainte-Lucie
est d'accord avec le secrétaire général des Nations Unies pour dire, je cite, que le multilatéralisme n'est pas une option, c'est une nécessité, alors que nous reconstruisons un monde meilleur avec davantage d'égalité et de résilience et un monde plus durable. Car nous sommes confrontés à des défis et des menaces qui découlent largement des actes unilatéraux de pays développés puissants. Et c'est grâce au système multilatéral de l'ONU que nous pouvons trouver des remèdes et le soutien afin de relever ces défis. Cependant, l'érosion de la confiance mondiale, intensifiée par les divisions géopolitiques, les écarts économiques et les crises en cours, menace la coopération internationale et la stabilité internationale. Alors que les pays accordent la priorité à leurs propres intérêts plutôt qu'au bien-être collectif, les relations diplomatiques s'affaiblissent et les efforts multilatéraux dépérissent. Madame la Présidente, la solidarité internationale est essentielle pour défendre les droits humains, mais il est également important d'appuyer l'autodétermination, en particulier pour les nations marginalisées et colonisées. Nous reconnaître leur droit à l'indépendance promeut la justice, l'égalité et la dignité et permet d'édifier des sociétés inclusives et souveraines qui renforcent le principe universel selon lequel tous les peuples méritent la liberté et l'autonomie. C'est pour cette raison, Madame la Présidente, que le monde doit agir de toute urgence pour mettre un terme aux terribles carnages, aux terribles injustices commises contre le peuple palestinien. Et cela doit commencer par la mise en œuvre des vingtaines de résolutions qui ont été adoptées par l'ONU depuis 1947, qui appellent au droit pour les Palestiniens d'exercer leur droit à l'autodétermination. Madame la Présidente, j'attire en particulier votre attention sur la résolution 3236 de 1974, qui réaffirme les droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance nationale et à la souveraineté, et le droit des Palestiniens à retourner dans leur foyer et à jouir de leurs biens. Alors que Sainte-Lucie réaffirme son attachement à la dignité humaine, l'égalité et la justice, Madame la Présidente, les opérations militaires israéliennes en cours à Gaza et en Cisjordanie provoquent de vives préoccupations concernant l'impact humanitaire pour des civils innocents qui sont plus que préoccupants, alarmantes et inacceptables. Madame la Présidente, larguer des bombes sur des civils, des populations civiles, sur des hommes, des femmes et des enfants sans défense, ne saurait représenter un acte de légitime défense. Le recours à la famine comme une méthode de prétendue guerre ne saurait représenter la légitime défense. Madame la Présidente, la destruction d'hôpitaux, d'écoles et de lieux de culte en Palestine ne représente en rien un acte de légitime défense. C'est totalement inacceptable, inhumain et atroce. Est-ce surprenant pour qui que ce soit, donc, que, sur la base de données publiquement disponibles de l'ONU et autres agences, au moins 60 053 Palestiniens ont été tués, 65 062 à Gaza et 991 en Cisjordanie. Et parmi ces victimes, au moins 18 430 sont des enfants. En outre, au moins 247 journalistes et 540 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Madame la Présidente, dans ce scénario atroce, nous ne devons pas oublier que ce n'est pas là un jeu vidéo, ce n'est pas de la science-fiction. Et les Palestiniens ne sont pas des personnes imaginaires. Ce sont des êtres humains qui méritent notre respect collectif, qui méritent l'indépendance et la protection. Reconnaître le fait de l'humanité commune des Israéliens comme des Palestiniens devrait nous pousser à chérir tout autant la vie d'un Israélien
que la vie d'un Palestinien. Et cela nous entraînerait tout naturellement à promouvoir un dialogue et des solutions pacifiques pour garantir la sécurité et la stabilité pour toutes les parties impliquées. Car le respect des droits humains et la protection de toutes les vies de tous les civils doit rester au cœur des efforts internationaux visant à régler le conflit de manière constructive. Madame la Présidente, la position de Sainte-Lucie est tout à fait claire. Il est urgent de mettre un terme à ces souffrances humaines intolérables et terribles aux victimes civiles et aux immenses destructions. C'est pourquoi la Sainte-Lucie rejoint la majorité des États membres qui continuent à appeler à la désescalade, au dialogue et au respect du droit international pour empêcher que de nouvelles vies soient perdues et pour promouvoir une voie durable vers la paix. Les Palestiniens doivent avoir leur propre État et être membres de plein droit de l'ONU aux côtés de l'État d'Israël. La seule manière pour Israël d'avoir des frontières sûres, c'est que le peuple palestinien vive dans son propre foyer internationalement reconnu conformément au droit universel à l'autodétermination. La paix au Moyen-Orient ne peut venir que de cela, non pas des bombes et des guerres et le terrorisme, le génocide et les colonies illégales. Madame la Présidente, il est clair qu'une paix durable ne peut pas reposer sur les bases de l'extrémisme. Il faut la rechercher sur la base du respect mutuel pour les vies des Israéliens comme des Palestiniens. Madame la Présidente, je m'exprime devant vous aujourd'hui comme quelqu'un qui est conscient de la manière dont la traite transatlantique des esclaves a infligé des souffrances inimaginables, la déshumanisation, l'exploitation économique à des millions d'Africains. C'est pourquoi nous sommes convaincus de la justesse de notre cause, demander des dédommagements à l'Europe pour la traite des esclaves africains, qui est un impératif moral reposant sur la justice et une reconnaissance des injustices historiques profondes qui ont d'immenses conséquences. Il n'est donc pas étonnant que Sainte-Lucie insiste pour sa condamnation des atrocités commises contre le peuple palestinien reposant sur des décennies d'oppression, y compris le fait de mettre à mal systématiquement l'idée d'un État palestinien. Madame la Présidente, depuis 1992, l'Assemblée générale des Nations unies a constamment et à une immense majorité voté pour la levée des sanctions économiques imposées par les États-Unis à Cuba. Il est temps que tous respectent et fassent respecter la volonté de l'Assemblée générale. Madame la Présidente, Sainte-Lucie a constamment appelé à la fin de l'embargo américain contre Cuba et le fait de radier ce pays de la liste des États parrains du terrorisme, car nous considérons que si l'on menait des contacts avec Cuba plutôt que de l'éliminer, cela promoverait la coopération régionale, ce qui est essentiel pour la paix à long terme et le développement dans les Caraïbes. Ça permettrait de créer un dispositif de sécurité amélioré pour l'ensemble de l'hémisphère. Cette approche programmatique est conforme aux efforts mondiaux visant à promouvoir la souveraineté, le respect et la compréhension mutuelle, démontrant ainsi que la diplomatie et le dialogue constructif sont des stratégies plus efficaces que les sanctions unilatérales. Madame la Présidente, il est essentiel de mettre un terme à la guerre de la Russie en Ukraine pour rétablir la paix, respecter la souveraineté et prévenir davantage de catastrophes humanitaires. Le conflit en cours a provoqué un nombre immense de morts, le déplacement de millions de personnes et de très vastes destructions, ce qui déstabilise la région et menace la sécurité internationale. Partant, mettre un terme aux hostilités serait une preuve du respect du droit international et de la souveraineté et encouragerait les négociations plutôt que la poursuite de la violence. Madame la Présidente, renouveler notre attachement au multilatéralisme signifie également que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire les tensions et régler les différends dans les domaines où si rien n'est fait, les conflits et les guerres l'emporteront. C'est pour cette raison que Sainte-Lucie renouvelle son appel afin que l'ONU permette à Taïwan de véritablement participer au système des Nations Unies. Et je dis ici catégoriquement, Madame la Présidente, que la résolution 2558
de l'ONU de 1971 n'empêche pas l'inclusion et la participation de Taïwan au système des Nations Unies. Madame la Présidente, Haïti est confronté à une crise humanitaire sans précédent caractérisée par l'instabilité politique, une très vaste pauvreté, la dégradation de l'environnement et un système sanitaire extrêmement fragile. Et tout cela est aggravé par une violence des gangs insoluble, d'où la nécessité d'un soutien international qui est essentiel pour prévenir une nouvelle dégradation des conditions de vie, pour protéger les populations vulnérables et rétablir l'ordre public ainsi que les services de base tels que l'éducation et les soins de santé. Si l'on n'agit pas immédiatement, Haïti risque de sombrer dans un chaos encore plus profond, dans une violence encore plus grave et des souffrances prolongées qui déstabiliseront la région et mettront à mal les efforts internationaux en faveur de la stabilité et du développement. C'est pourquoi Sainte-Lucie est extrêmement préoccupée par le fait que la mission multilatérale d'appui à la sécurité, la MMAS, est loin d'avoir le personnel et le matériel nécessaires pour mener à bien son mandat comme il convient. Sur les 900 millions de dollars que l'ONU avait prévu de lever pour Haïti, seuls 9,2% de cet argent a été reçu. Le secrétaire général des Nations Unies l'a bien décrit, je cite, il a dit que tout cela était ignoré de manière honteuse et terriblement sous-financé. Fin de citation. Madame la Présidente, le 29 janvier 2014, les dirigeants de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, ont déclaré que notre région était une zone de paix. Cette déclaration reposait sur un engagement visant à faire respecter les principes de la Charte des Nations Unies. Cet engagement se basait sur l'idée que la paix était nécessaire pour le développement des peuples de la région et que la paix dans la région contribuait à la paix et à la sécurité internationale. Le 13 juin dernier encore, lors du sommet Brésil-Caraïbes à Brasilia, les chefs de gouvernement ont réaffirmé leur engagement à faire en sorte que la région reste une zone de paix. C'est dans ce contexte donc que Sainte-Lucie, comme les autres États membres de la CARICOM, est très préoccupée par l'évolution de la situation récente dans la région qui a aggravé les tensions entre le Venezuela et les États-Unis. Nous prions, Madame la Présidente, nous prions pour que cette tension ne dégénère pas en violence. Nous voulons donc que notre région reste une zone de paix. C'est également dans le contexte de la région Amérique latine et Caraïbes, en tant que zone de paix, que Sainte-Lucie est préoccupée par l'évolution de la situation entre le Venezuela et l'État membre de la CARICOM de Guyana, s'agissant du différend frontalier entre les deux pays. Sainte-Lucie exhorte au non-recours à la force sur cette question et au recours aux mécanismes multilatéraux qui existent pour régler ce problème. Sainte-Lucie accorde la priorité à la diplomatie et non à la violence. Nous estimons que le dialogue promeut la coexistence pacifique et préserve la souveraineté. Les petits pays comme le nôtre peuvent mener une action de plaidoyer efficace grâce à la diplomatie non violente, ce qui démontre notre force morale et pragmatique, Madame la Présidente. Partant, Madame la Présidente, nous avons l'obligation morale de promouvoir la paix, le développement et les droits humains grâce à un leadership collectif reposant sur le respect, la diplomatie et la coopération multilatérale. Cependant, Madame la Présidente, nous devons accepter que la mission fondamentale des Nations Unies est ignorée et négligée, méprisée, quand nous assistons au génocide que l'on ne saurait nier, qui est actuellement commis contre le peuple de Palestine. En outre, les récentes attaques contre l'Iran, la Syrie, le Liban et le Qatar attestent des violations de la Charte des Nations Unies, violations qui sont maintenant devenues normalisées. Nous ne saurions nier que l'ONU est ignorée et méprisée quand, après 3 ans, la Russie continue à défier le droit international et la Charte des Nations Unies avec son invasion non provoquée de l'Ukraine. De même, la mission fondamentale de l'ONU est également ignorée dans l'embargo économique improductif qui a 63 ans et qui est imposé au peuple de Cuba malgré les nombreuses résolutions de l'ONU appelant
à sa suppression. Et nous devons convenir que la mission fondamentale de l'ONU est ignorée lors du conflit au Soudan. Ces chocs, s'agissant de la mission fondamentale de l'ONU, devraient être préoccupants pour tous les États membres. Ils sont particulièrement préoccupants pour tous les PEID comme Sainte-Lucie, pas seulement parce que ces conflits menacent la paix dans le monde de manière générale, mais parce qu'ils sont le symptôme d'un refus du multilatéralisme et l'adoption d'une notion obsolète selon laquelle c'est le droit du plus fort qui l'emporte. Clairement, Madame la Présidente, la violence ne répond pas aux nécessités de notre temps. Il est d'ailleurs extrêmement clair que la dominance militaire, qui est une valeur obsolète d'une ère révolue, n'est pas une valeur morale et ne peut pas permettre d'obtenir la paix et la stabilité dans l'environnement géopolitique actuel. L'ancien ordre militaire, même s'il est plein de contradictions, est en plein renouveau. Il faut que ce soit la diplomatie qui agisse. Cette gestation peut amener à une nouvelle ère de paix et de stabilité. L'intolérance du monde pour le carnage à Gaza et en Cisjordanie est symptomatique du fait qu'il refuse les effusions de sang qui n'ont rien de nécessaire, alors que la supériorité militaire permet de déclencher la mort à la destruction. Elle ne peut pas régler l'ensemble des défis que nous, notre famille mondiale, doivent relever dans le cadre de notre ensemble intégré. Alors, Madame la Présidente, l'initiative ONU 80 est essentielle pour revitaliser l'efficacité de l'ONU au milieu de toutes ces crises. Il faut renforcer le multilatéralisme pour rétablir la confiance et pour faire face à des problèmes comme les changements climatiques et les inégalités. Madame la Présidente, malgré les difficultés comme capacité limitée à faire appliquer les règles, les vétos et les intérêts géopolitiques, l'ONU reste un outil précieux pour régler les conflits. Nous devrions tirer parti de l'ONU pour promouvoir les priorités économiques et sociales et une riposte internationale plus robuste aux problèmes mondiaux. C'est pourquoi un nouveau modèle pour les Nations Unies doit accorder la priorité à la réforme du processus de décision pour renforcer l'efficacité, la reddition de comptes et l'inclusion, et pour faire face aux limites actuelles telles que le veto et l'inertie bureaucratique. Ce modèle nous emmènerait vers une représentation plus équitable, autonomiserait les pays développés comme les groupes marginalisés, afin que leur voix influence des solutions mondiales et également les voix des pays en développement. Ça renforcerait la capacité de l'ONU à répondre rapidement aux crises et intégrerait des approches innovantes comme la technologie et les partenariats multipartites. En promouvant la transparence et la reddition de comptes, ce nouveau modèle rétablirait la confiance mondiale et ferait de l'ONU une plateforme plus efficace, réactive et équitable pour promouvoir la paix, le développement durable et les droits humains dans un monde de plus en plus interconnecté. Ce modèle donnera naissance, Madame la Présidente, à un environnement international de paix, à l'absence de grands conflits et de guerres majeures, au déclin de l'unilatéralisme, à un multilatéralisme fonctionnant mieux qui nous protégera des changements climatiques et de l'injustice climatique, du fléau des armes illégales passées en contrebande dans nos pays, permettra un environnement international où les pays respectent leurs engagements financiers, leurs responsabilités financières et respectent et promeuvent les droits humains qui appuient nos efforts d'intégration régionale. Madame la Présidente, alors je m'apprête à conclure. Ce modèle serait le testament du fait qu'après 80 ans, le multilatéralisme serait en bon état et que, avec l'ONU, nous pouvons escompter que dans les années à venir, il y aurait davantage de paix, davantage de développement et que les droits humains l'emporteraient. Faisons ce choix, mes frères et sœurs. Luttons pour ce choix, car après tout, comme l'a dit Buckminster Fuller, il nous incombe d'être les architectes de l'avenir et non pas ses victimes. Madame la Présidente, je vous remercie.
I thank the Minister for Je remercie le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international, de l'aviation, de la diaspora de Sainte-Lucie.